Eh bien, du coup, Madame Caron-Déglise, je vais vous laisser la parole un peu plus tôt, donc vous aurez un petit peu plus de temps. Et avant, je vous invite, dans le dossier qu'on vous a donné ce matin, il y a le questionnaire d'évaluation. Donc voilà, on vous invite à le remplir et à le redonner à la sortie. Mes collègues vous attendront pour le récupérer. On est vraiment impatients de savoir comment vous avez vécu de cette journée et qu'est-ce que vous auriez envie pour la suite ou les suites de ces journées. Je vous remercie et je laisse la parole. Merci à vous, Madame Brulavoine, et je m'associe au dessin humoristique qui, je crois, nous a vraiment bien amusés. En tout cas, bon vent en Bretagne. Vous allez retrouver notamment Julien Kounowski, Karine Lefebvre, enfin encore des gens passionnés par le sujet. Donc cette journée nous a tous, je crois, au travers des situations présentées, débattues, permis de réaliser un certain nombre de constats. Et elle a aussi fait émerger les tensions éthiques. Nous les avons vues sur un certain nombre de sujets douloureux. Et ces situations nous ont permis, je crois, d'essayer de mieux comprendre les sous-jacents qui sont derrière les situations des personnes. Les constats, ça a été dit, mais je le redis, c'est d'abord l'énorme investissement des mandataires professionnels, l'énorme investissement des juges. On a entendu aussi dans les témoignages qui ont pu être apportés, les cas pratiques qui ont été choisis, combien ils ont tous cette envie et cet espoir toujours de trouver des solutions adaptées à chaque situation, au mieux des intérêts de la personne, mais surtout au mieux de ce qu'est la personne. Donc, des premiers constats, il est plutôt rassurant par rapport à tout ce qui est dit sur la protection des majeurs, c'est que les mandataires, chacun à leur place, les juges, chacun à leur place, essaient véritablement d'individualiser les mesures. Donc ça, déjà, c'est déjà une première chose. Deuxième élément important, ce sont évidemment aussi les témoignages des personnes protégées. C'était extrêmement important qu'elles aient leur place, même si ça aurait été très bien aussi qu'elles soient physiquement là pour participer aux échanges. Mais pour autant, je trouve frappant dans leur expression frappante la manière dont ils ont quand même presque tous expliqué combien la mesure, alors c'est pas un terme juridique que je vais utiliser là, je le dis pour les universitaires, combien la mesure les réhabilite. La mesure leur permet, ils le disent tous, elle leur permet de faire un certain nombre de choses. Et ça me fait penser à une thèse récente sur l'assistance à la création de l'acte juridique. C'est l'assistance à la création d'une nouvelle façon d'être un peu comme les autres, ou d'être en tout cas à nouveau réintroduit dans la société, de pouvoir prendre un certain nombre de décisions. Alors certains quand même émettent un certain nombre de réserves, et j'ai entendu les correctifs apportés sur les renseignements fournis par les banques, mais quand même, il est indiqué par l'une des personnes interviewées que parfois quand même c'est un petit peu difficile d'avoir les documents bancaires, parfois c'est quand même un petit peu difficile d'avoir les documents de gestion, alors que c'est le premier élément pour pouvoir ensuite véritablement travailler l'autonomie. Donc c'est vrai qu'on peut nuancer dans la mesure où les banques aujourd'hui ont fait énormément d'efforts pour permettre un plus grand accès direct des personnes à leur compte, mais en tout cas si c'est dit, c'est que c'est encore insuffisant, donc il faut vraiment veiller à ce que les personnes puissent avoir connaissance de leur situation financière en particulier. Avec une nuance toutefois, parce qu'à chaque fois qu'on réaffirme un droit ou un principe, on a toujours une petite lumière, un petit warning qui s'allume. Ça dépend qui a accès à ces comptes et comment et pour qui. Puisque nous savons qu'en particulier pour les personnes en établissement, la remise des documents bancaires et la remise de l'état des comptes de manière générale peut susciter un certain nombre de convoitises. Donc c'est toujours compliqué. Est-ce qu'il faut remettre directement les documents? Est-ce qu'il faut donner un accès libre? Est-ce que ce doit être un accès accompagné? Voilà, ça pose évidemment, là encore, un certain nombre de questions. Et puis dans les constats, on voit bien que malgré les efforts de tous pour mieux individualiser, mieux reconnaître la personne elle-même à l'intérieur de sa protection, il y a toujours le risque de la mise à l'écart de la personne, parce que à un moment donné, l'intérêt
de la personne, le risque que vous courez, le risque que les magistrats courent, amène à se dire, mais entre la volonté et l'intérêt, qu'est-ce que je fais? Et donc, ça a été très bien expliqué par ma collègue tout à l'heure, sur le choix du protecteur. Bien évidemment qu'il faut prendre en compte les sentiments exprimés par la personne. Bien évidemment, c'est sa volonté qui, de prime abord, l'emporte. Mais tout de même si la Cour d'appel de Douai a pu dire dans un arrêt, qui était forcément un arrêt d'espèce, que bien, fallait d'abord écouter la volonté de la personne et que la priorité familiale devait l'emporter, la Cour de cassation dit mais oui, mais si vous, les juges, vous motivez votre décision en disant que tout de même, la volonté de la personne confrontée à son intérêt, à la situation présente, ne permet pas de désigner un membre de la famille, si vous l'expliquez, c'est une appréciation souveraine des juges du fond. Il faut juste l'expliquer et éventuellement revenir sur la situation si les raisons pour lesquelles vous avez écarté la famille n'existent plus. Donc je pense que là encore, il faut être évidemment extrêmement nuancé. Au-delà des constats, nous avons vu tout au long de la journée combien les arbitrages sont délicats entre l'exercice des droits, la protection de la personne et de ses intérêts patrimoniaux, le contrôle des comportements, la prise de risque, l'appréciation de ce qu'est vraiment l'intérêt de la personne, mais aussi des limites, ça a été exprimé plusieurs fois, des limites à poser, puisque quand même vous avez un mandat judiciaire et que par moment, ben oui, il y a des limites à poser. La question est de savoir comment on les explique. Parce que si on ne les pose pas, on prend le risque aussi d'abandonner les personnes, notamment dans le domaine de la protection de la personne. Et puis, ce qui a également été exprimé beaucoup, c'est ce besoin de mise en débat avec d'autres. C'est très difficile de prendre des décisions seules, y compris lorsqu'on recherche la volonté de la personne. Et donc, il faut absolument s'entourer de l'avis soit de ses pairs, et c'est tout le travail que vous faites entre vous lors des formations, lors des discussions entre vous, ce que font les juges aussi. Une de mes collègues a indiqué combien il avait été important qu'elle ait une collègue en formation, qu'elle ait sa greffière, parce qu'évidemment, parfois c'est très lourd, et il faut pouvoir mettre en débat les questions qui sont posées. Cette journée a aussi fait émerger un certain nombre de questions au travers des choix de sujets que vous nous avez présentés tout au long de la journée. Le lieu de vie, bien sûr, le budget également. Le choix du lieu de vie a fait apparaître un certain nombre de difficultés sur la posture attendue du mandataire. Et je crois que cette question-là, sur le choix du lieu de vie, elle est sur toutes les questions. Qu'est-ce qui est attendu du mandataire? Et on a vu un début de débat tout à l'heure à propos à la fois du choix du lieu de vie, mais aussi à propos du budget, à propos de la remise de l'argent, à propos de l'utilisation de l'argent, bref, à partir d'un certain nombre de questions très pratiques qui nous amènent à nous poser collectivement la question de non seulement la posture, mais du mandat clairement donné au mandataire judiciaire. Donc ça, une journée comme celle-là permet d'avoir des positions différentes et d'avancer encore sur ce qui est attendu de la part du mandataire. Au-delà de ce qui est attendu du mandataire, quelle est la posture à tenir par le mandataire? Parce que vous savez bien, et c'est vrai pour les juges aussi, entre ce qui est attendu de vous à vos places de professionnels et la réalité des débats et des dilemmes éthiques que nous avons face à une situation précise, individuelle. Que faisons-nous? Quels espaces fixons-nous? Quels interstices construisons-nous pour pouvoir, au cas par cas, laisser la personne prendre des risques ou prendre une décision, soit à sa place, soit différer sa décision? Pierre Boutier a bien expliqué comment parfois, lui, il avait plutôt tendance à dire « mais la personne décide ». Et puis moi, je la laisse éventuellement se mettre en danger et après, j'interviens. Voilà, ces arbitrages-là n'ont pas de solution absolue. Ce sont évidemment des questions que nous devons nous poser au quotidien. La question des soins est également apparue au cours des différents cas pratiques. Et j'ai en particulier été frappée par l'exemple donné autour de la potomanie. Je pense que vous l'avez tous été, parce qu'on a eu deux réponses. L'une qui a été de dire, bien, il a fallu que j'essaie de trouver des solutions avec l'équipe de l'établissement, avec les soignants, avec la direction.
Et donc, ce qu'on a fait, c'est qu'au fur et à mesure, on s'est adapté en réalité au risque que prenait la personne. Et pour lui éviter d'absorber trop de liquide, on est allé jusqu'à retirer les robinets du jardin. Enfin, du parc. Et puis, sur cette question, un autre exemple est venu, Gilles, je crois, pour dire, mais nous, au comité d'éthique à Caen, on a été interrogés sur ce même type de situation, parce que finalement, la personne, on n'a pas trouvé d'autre solution que de l'attacher pendant 23 heures par jour, sur 24, pour lui éviter de se mettre en danger. Il me semble que dans ces... Je caricature Gilles, mais je crois à peine. Hein. Et pardon pour poursuivre, l'équipe médicale vous disait, on n'est pas dans du soin. Et puis quand on creuse, c'est un étranger. Il ne parle pas français et on n'est pas dans du soin. Alors, moi, je crois vraiment qu'il faut revenir aux fondamentaux. Nous avons besoin de fondamentaux partagés. Qu'est-ce que c'est que le soin? Est-ce que c'est simplement soigner? Est-ce que c'est aussi prendre soin et se poser quand même un certain nombre de questions sur les atteintes aux droits fondamentaux? Donc, entre un côté qui consiste à dire on s'adapte au fur et à mesure et puis on enlève un certain nombre de choses pour protéger la personne, au risque de mettre en difficulté ceux qui veulent utiliser les robinets et au risque de mettre en difficulté la collectivité. Je crois qu'il faut aussi évidemment l'avoir en tête. Et puis au risque d'aller peut-être très très loin, parce que jusqu'où va-t-on dans la protection de la personne pour éviter qu'elle ne boive trop d'eau? Jusqu'où va-t-on? Et pourquoi ne se pose-t-on pas la question de quels soins? Voilà, je pose juste la question. Et par ailleurs, sur l'exemple de Gilles, pourquoi dit-on qu'on n'est pas dans du soin, en sachant que ce monsieur est contraint? Et pour moi, il est dans des soins contraints. Et s'il n'est pas dans des soins contraints, il est dans l'arbitraire. Et donc, j'ai un vrai sujet. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Et on signale cette difficulté à qui? Au comité d'éthique, au juge, au procureur? On essaie de trouver une solution. Bref, je pense qu'on touche là l'extrême difficulté dans laquelle nous sommes lorsque nous sommes un peu hors du cadre et lorsque chacun réagit avec juste ses réflexes. Mais je n'ai pas de solution, je ne stigmatise personne, sauf que quand même dans cette situation-là, il y avait une atteinte extrêmement grave aux droits fondamentaux. Les différentes situations que nous avons travaillées ensemble ont montré qu'il était absolument indispensable d'avoir une approche globale des besoins de la personne. Donc une évaluation des situations qui doit être une évaluation transversale. Ce bien avant la mise en place de la mesure de protection, mais aussi pendant la mesure de protection. Et cela suppose de savoir également déterminer les niveaux d'urgence des décisions à prendre, sans oublier jamais le lien que le mandataire judiciaire, comme le juge, doit instaurer, puis ensuite cultiver avec les différents intervenants. Il est important également de s'interroger sur le cadre général du mandat donné par le juge. Je crois que mes collègues ont dit tous qu'actuellement, ils donnaient des mandats généraux, et puis qu'en réalité, alors qu'ils avaient une appréciation de l'individualisation, je me tourne vers vous, mais de l'individualisation au moment où ils choisissent s'ils mettent en place ou pas une mesure de protection, quel type de mesure de protection, avec quel type d'organe de protection et d'organisation. Mais une fois que le mandat est mis en place, le mandat, il est mis en place par ceux qui sont désignés, celui ou ceux qui sont désignés. Et s'agissant en particulier des mandataires judiciaires, l'individualisation se fait là, dans l'exécution du mandat. Mais évidemment, cette individualisation ne se fera pas par les mandataires seuls, je l'ai dit déjà plusieurs fois, mais elle devra réinterroger le cadre du mandat lui-même, elle devra réinterroger des possibilités d'ajustement, qui peuvent être des ajustements faits au cas par cas par le mandataire à l'intérieur de son mandat, ou ça peut être des ajustements demandés au juge, de manière à un moment donné à reposer le cadre, tout simplement pour peut-être faire évoluer la personne dans la compréhension, la meilleure compréhension de la mesure de protection. Pourquoi? Parce que je me suis également demandé pourquoi on n'avait pas davantage travaillé, mais on ne peut pas tout faire dans une journée, sur l'individualisation vers la sortie de la mesure. Donc quand on favorise l'autonomie, jusqu'où favorise-t-on l'autonomie? Donc on a bien entendu qu'on pouvait aller, ça a été évoqué cet après-midi, faire une mesure plus légère.
quelquefois précédée de prise de position des mandataires qui donnent de plus en plus de marge à la personne protégée. C'est très bien dans beaucoup de cas, parce que c'est une prise de risque pour le mandataire. Mais on ne va pas jusqu'à un travail sur la sortie, sur la levée de la mesure. Et je pense que ça, c'est encore évidemment un terrain de travail très important. Et il est également extrêmement important, là encore, de travailler avec les soignants sur la notion de rétablissement. Et nous avons de plus en plus de personnes protégées, adultes, d'un âge qui permet encore de penser que le rétablissement est possible, pour lesquelles, je pense, nous ne travaillons pas suffisamment sur cette notion. Alors, au-delà de ces questions, aux questions auxquelles j'ajouterai une dernière question avant de passer aux perspectives, nous devons aussi nous interroger sur les cadres de la protection des majeurs et de la protection des enfants. On a commencé à l'aborder cet après-midi lorsque le majeur protégé est lui-même un parent. Que fait-on à l'égard des enfants d'un majeur protégé parent? On a une réponse très simple, article 458, il s'agit d'actes strictement personnels. Donc, vous n'avez a priori pas à intervenir sur cette question. Cependant, l'un des mandataires qui s'est exprimé cet après-midi a dit qu'il avait pu être convié à une convocation du juge des enfants. Je pense que c'est très intéressant de pouvoir travailler sur ces questions. Comment travaillez-vous avec ceux qui s'occupent des enfants? Jusqu'où travaillez-vous avec eux? Jusqu'où considérez-vous qu'il est de votre rôle d'éventuellement signaler des difficultés au regard des capacités éducatives de la personne protégée? Et vous voyez bien qu'à chaque fois qu'on creuse, on va évidemment réouvrir une boîte de Pandore, parce que votre rôle, c'est d'être aux côtés de la personne protégée, de respecter sa sphère d'intimité, mais pour autant, vous ne pouvez pas ne pas vous poser un certain nombre de questions. Alors, les perspectives aujourd'hui face à ces constats. Nous devons, et c'est une banalité de le dire, probablement rechercher le sens profond des interventions que nous faisons tous sur autrui. On le dit à chaque fois, et on le dit depuis des années, et nous avançons beaucoup sur ces questions parce qu'on a bien vu tout au long de la journée à quel point ces interrogations sont profondes chez chacun d'entre vous. Mais évidemment, cela suppose non seulement de partager les pratiques et les difficultés concrètes rencontrées, c'est ce qui a été fait aujourd'hui, cela suppose aussi de clarifier les textes, parce qu'on a vu qu'il y avait un certain nombre de contradictions encore entre les textes, malgré un certain nombre d'évolutions, et puis probablement de sécuriser mieux encore les pratiques, notamment sur le partage d'informations entre les acteurs. Et on a vu combien c'était parfois compliqué, tout simplement, d'avoir les informations détenues dans le dossier du juge des tutelles. Et je crois que nous devons travailler pour savoir ce que l'on transmet exactement. Si on a une application stricte des textes qui consiste à dire que, en fait, on ne communique les éléments que si on justifie d'un intérêt légitime, je pense que le mandataire, il a un intérêt légitime. Enfin, ça devrait aller de soi, moi, de ma place. Après, je comprends que ça n'est pas forcément facile de tout transmettre. Il y a des questions de logistique, mais qui peuvent être surmontées si l'on envisage d'utiliser les versions numérisées. C'est encore un travail à faire, bien évidemment. Mais il me semble que reconnaître, et j'en reparlerai tout à l'heure, un véritable statut au mandataire judiciaire professionnel, c'est évidemment lui donner accès, il a prêté serment, lui donner accès aux informations qui sont contenues dans le dossier du juge des tutelles. J'entendais la réticence vis-à-vis du certificat médical. Personnellement, je pense qu'on ne peut pas avoir cette réticence si on veut que le mandat soit exercé dans de bonnes conditions. Enfin, en tout cas, je le livre à votre réflexion. Et puis, il faut nous demander comment nous partageons les informations avec les autres acteurs. Les acteurs de la protection de l'enfance, quand il y a une protection de l'enfance, les acteurs du secteur social, les acteurs du secteur médico-social, les acteurs du sanitaire. De ce point de vue, il va commencer à la Haute Autorité de Santé, Commission sociale et médico-sociale, tout un travail sur les activités du mandataire, et on ira probablement, je dis on parce que j'ai la chance d'être également dans ce groupe de travail, également sur la question du partage des informations. Comment fait-on
pour lever la question du secret. Et dans quelles conditions le fait-on? On sait qu'on a déjà un décret de 2016 lorsqu'il y a un professionnel de santé. Faut-il aller au-delà? Et si oui, avec quelles précautions? C'est un des points qui seront travaillés à la Haute Autorité de Santé. Et puis, en allant encore au-delà, quelles informations donne-t-on à la famille? À la famille lorsqu'elle a un rôle dans la mesure de protection, à la famille lorsqu'elle n'a pas de rôle. Qu'est-ce qu'on lui donne comme information? Alors, on sait qu'on a un texte qui préserve la confidentialité du compte de gestion, si la personne protégée ne souhaite pas donner ces informations. Après, nous devons évidemment nous poser quand même un certain nombre de questions, ne fût-ce que vis-à-vis des obligés alimentaires. Je crois qu'on ne peut pas ne pas se poser ces questions. Je n'ai pas de réponse, mais il faut continuer évidemment à travailler le sujet. Et puis, au-delà, il faudra probablement clarifier les textes. Alors moi, je n'ai pas de boule de cristal. On a cru qu'on allait, après 2018, en 2019, en 2020, qu'on allait pouvoir peut-être avoir une loi autonomie ou génération solidaire qui porterait un cadre juridique un peu plus clair et permettant de mettre en cohérence le Code civil, le Code de la santé publique, le Code de l'action sociale et des familles. On a une ordonnance de 2020 qui quand même ne justifiait pas toutes les critiques qu'elle a reçues, je crois, par un certain nombre d'auteurs à la suite de sa parution. Pour autant, elle n'est pas parfaite. On est bien d'accord, elle n'est pas parfaite. Il y a encore un certain nombre d'ajustements à faire. Et je dis bien ajustements parce que je ne crois pas qu'il faille remettre forcément le chantier tout entier à l'œuvre. En revanche, ces ajustements doivent porter, me semble-t-il, sur des questions d'évaluation de l'altération des facultés personnelles, parce qu'on voit bien que cette notion d'altération pose difficulté. Et tant qu'on n'aura pas une évaluation, je cherche le médecin inscrit, je ne sais pas où il est, montrez-vous. Je ne sais pas. Bon, en tout cas, tant qu'on n'aurons qu'une évaluation médicale par un certificat médical circonstancié, même très bien fait, nous n'aurons pas suffisamment d'outils pour ensuite pouvoir démarrer une mesure de protection dans de bonnes conditions. Donc il me semble qu'il faut absolument retravailler cette question des évaluations pour qu'elles soient pluridisciplinaires, multidimensionnelles et dynamiques, c'est-à-dire qu'elles ne soient pas figées dans le temps, qu'on puisse les réinterroger à certains moments de la vie des personnes et notamment sur toutes les questions que vous avez posées, et en particulier le choix du lieu de vie. Et de ce point de vue, j'ai trouvé que l'exemple donné par notre collègue juge des tutelles sur l'utilisation d'un avis médical, non seulement sur la portée ou la possibilité d'un consentement, mais sur les conséquences d'une décision prise pour la personne protégée sur sa vie et son équilibre psychique est évidemment extrêmement important. On pourrait aussi aller dans une évolution du cadre juridique vers de nouveaux modes d'anticipation. Dans le rapport de mission interministérielle, nous avons proposé un mandat de protection future assistance. Nous avons proposé aussi de travailler davantage sur la fiducie, qui permet aux personnes de dire déjà ce qu'elles veulent dans la gestion de leur patrimoine. Donc après, il faut évidemment le sécuriser, il faut l'adapter aux mesures de protection, mais individualiser quand il y a des mesures d'anticipation, c'est quand même un peu plus facile, même si j'ai bien entendu ce que disait le médecin inscrit tout à l'heure. C'est très compliqué d'anticiper quand on n'est pas dans la situation dans laquelle on se trouvera au moment où il faudra prendre des décisions. C'est vrai. C'est vrai aussi pour les directives anticipées, c'est vrai aussi pour la personne de confiance. Pour autant, nous serions bien seuls sur notre île si nous considérions que nous ne pouvons jamais le faire. D'autres pays le font. Le Québec, par exemple, utilise le mandat d'inaptitude. Les systèmes nord-américains, anglo-saxons, qui ne sont pas forcément parfaits, mais ils ont une culture différente sur l'anticipation. Donc, pourquoi ne pas envisager de travailler davantage sur ces anticipations ? Pourquoi aussi ne pas enfin avoir un répertoire unifié des dispositions anticipées, ce qui nous donnerait beaucoup de clés pour pouvoir ensuite individualiser les mesures. Et puis je ne peux pas évidemment résister à la tentation de parler de la mesure unique de protection. Mesure unique qui n'est pas un hochet comme ça, mais on a bien vu tout au long de la journée combien il était compliqué de pouvoir articuler l'assistance et la représentation. Et l'idée de cette mesure unique est l'idée de partir d'un socle de compétences de la personne, d'une présomption de compétences de la personne, pour ensuite partir d'une mesure d'assistance qui serait la mesure de curatelle simple, par exemple, sur laquelle on mettrait de manière
clair, motivé, un certain nombre de renforcements de la mesure quand c'est nécessaire, mais qu'on peut ensuite retirer. Donc je vous laisse regarder le scénario qui est dans le rapport de mission interministérielle. Nous avions commencé à travailler cette mesure unique de protection avec Nathalie Peterka et Gilles Raoul-Cormeil. Si vous avez des idées et qu'un jour le législateur et les cabinets ministériels veulent s'emparer de cette proposition, c'est évidemment avec beaucoup d'intérêt que nous les accueillerons. Il faut également prévoir une meilleure articulation des textes et une obligation peut-être plus claire, par exemple, au regard des actes qui sont demandés aux mandataires judiciaires, alors aux mandataires familiaux, mais aussi aux mandataires judiciaires. Alors je parle essentiellement des mandataires judiciaires parce que vous avez bien compris que dans les réflexions qui avaient été les nôtres en 2018 et qui ont été reprises en partie, mais seulement en partie dans la loi de 2019, l'idée était non pas de déjudiciariser pour déjudiciariser, en tout cas ce n'était pas notre idée à nous, c'était de faire davantage confiance aux mandataires judiciaires professionnels en s'appuyant sur les compétences des mandataires pour qu'ils exercent en direct un certain nombre de décisions, et en particulier sur la gestion de l'argent. Donc là, si les textes pouvaient évoluer de manière à ce qu'on ait des obligations bien précises à l'égard des mandataires professionnels notamment, cela permettrait d'avancer. Il faut très certainement aussi replacer le juge judiciaire au bon niveau et avec les moyens nécessaires, s'agissant des mesures judiciaires. J'ai vu ce matin, et je ne peux pas résister à l'envie, je vous ai prévenu de faire le correctif. Quand on a eu les présentations, certains de mes collègues s'appelaient juges des contentieux de la protection et d'autres s'appelaient juges des tutelles. Merci à ceux qui se sont appelés juges des tutelles. Parce que je rappelle, et je pense que Thierry nous entend, que le juge des tutelles existe toujours, il n'est pas mort. C'est le juge d'instance qui est mort. Le juge d'instance, il a été remplacé quand même dans la terminologie par le juge des contentieux de la protection, avec un périmètre différent, et on parle maintenant de contentieux de la protection. Donc, sauf erreur de ma part, il me semble que dans ce que vous ne faites pas que du contentieux. Et vous l'avez dit, vous l'avez expliqué. Vous faites du gracieux, vous faites de la conciliation. Parfois, vous recevez les gens et vous ne rendez pas de décision. Donc oui, vous êtes des juges des tutelles. Donc s'il vous plaît, appelez-vous juge des tutelles. Et je demande à tous d'appeler juge des tutelles, même si les trames du ministère mettent juge des contentieux de la protection chargé de... Donc je crois important, quand même les appellations sont très importantes. Et elles sont d'autant plus importantes que, et nous l'avons vu au cours des débats, il faudra certainement réfléchir au périmètre d'intervention du juge des tutelles. Est-ce qu'il faut continuer à l'appeler juge des tutelles? Est-ce qu'il le référence aux mesures de représentation? Est-ce qu'il faut envisager une autre appellation? Nous avions proposé dans le rapport de mission interministérielle une alternative qui est le juge des libertés civiles et de la protection. Ça n'est pas la même chose. Des libertés et de la protection. Liberté, oui, mais protection parfois. Parce que oui, protection parfois, il faut l'assumer. On ne peut pas dire que les gens doivent absolument ignorer qu'une mesure de protection est d'abord, oui, une contrainte, une restriction de liberté, mais pour autant, le juge est le garant du respect des libertés. Et donc, probablement, il faudra se poser la question, au-delà des mesures de protection stricto sensu, de l'intervention du juge, des tutelles, enfin actuellement appelé juge des tutelles, sur des décisions aussi importantes que le choix du lieu de vie, même quand on n'est pas en protection. Quand les gens rentrent en EHPAD et qu'il y a un vrai problème sur le consentement, qu'est-ce qui se passe? Quand les gens sont en soins sans consentement et qu'il y a une vraie difficulté, c'est le juge des libertés et de la détention qui est aujourd'hui compétent. Est-ce que vraiment il faut continuer comme ça? Je ne sais pas, je vous livre la question. Mais très certainement, il faudra replacer le juge judiciaire à sa place. Il faudra aussi replacer le parquet à sa place. Alors je sais que on le dit régulièrement, le parquet doit être un filtre, les procureurs de la République doivent jouer leur rôle, ils ne le jouent pas suffisamment, par manque de moyens évidemment. Et donc dans les états généraux de la justice, nous espérons tous que l'actuel garde des Sceaux ou un éventuel autre garde des Sceaux, sans clin d'œil à personne, saura redire le rôle très important du parquet, du procureur de la République, à la fois dans la réception des signalements, mais aussi dans l'interface avec les dispositions pénales, les poursuites pénales. On a évoqué la question de la plainte, mais il y a des poursuites qui peuvent être engagées sans plainte.
si les parquets suivent les transmissions qui sont faites par les juges des tutelles en particulier ou par les mandataires. Et de ce point de vue, je voudrais également rappeler que les parquets ont un rôle pour assurer également la protection des mandataires. Parce que bien sûr, les mandataires ne peuvent pas demander la main levée d'une mesure au prétexte que la mesure est difficile à exercer. Pour autant, il est des situations dans lesquelles il n'y a pas vraiment d'issue à l'exercice du mandat parce que le mandataire se met en danger, est en danger. Et donc, la jurisprudence de la Cour de cassation dit ben non, on ne lève pas la mesure dans ce cas-là parce que s'il y a un besoin de protection, il faut maintenir la mesure. Pour autant, j'ai dit tout à l'heure, parce que c'est issu de la journée, qu'à un moment donné, vous avez tous dit, il y a quand même des limites. Et donc la limite à laquelle nous nous confrontons parfois, c'est le rappel à la loi quand il peut y avoir des violences ou quand il peut y avoir une difficulté avec le logement. Et vous avez évoqué plusieurs fois la nécessité peut-être de redire à la personne que ce n'est pas parce qu'elle est protégée que son bail ne sera pas résilié. Oui, il y a des moments où il faut être confronté à la règle et à la limite. Ça ne veut pas dire qu'on abandonne les personnes. Mais pour autant, je crois utile de rappeler que les mandataires ont aussi besoin de se voir reconnaître une protection. Et puis, au-delà de tout cela, il est indispensable aujourd'hui, me semble-t-il encore, d'espérer des pouvoirs publics qu'ils mettent en place une politique globale de reconnaissance et de soutien des personnes les plus vulnérables dès les premières propositions d'accompagnement social ou sanitaire. Il ne faut pas attendre que ce soit le mandataire judiciaire qui soit saisi ou la famille qui soit saisie d'un mandat du juge pour se poser la question de l'accompagnement des personnes. Et l'accompagnement des personnes, c'est d'abord du travail social. Quand on est sur la phase judiciaire, on est sur un mandat judiciaire d'assistance ou de représentation dans lequel, le cas échéant, il y a une part d'accompagnement, mais ça n'est pas l'essence du mandat donné au mandataire. Je crois que c'est très important de refixer les cadres. Il sera important aussi, bien sûr, d'aborder la question des coûts et des financements, parce qu'on ne peut pas faire d'individualisation si on n'a pas les moyens nécessaires. Il faudra aussi s'assurer de réseaux professionnels formés, dont l'importance et la place doit être là aussi reconnue dans les établissements, dans les services sociaux et médico-sociaux. Là encore, voilà, nous avions fait un certain nombre de propositions dans le rapport. Et puis je terminerai par là. Pour pouvoir individualiser véritablement les mesures, il faut des juges reconnus, je l'ai dit tout à l'heure, mais il faut aussi des mandataires reconnus. Et pour que les mandataires soient reconnus, il faut évidemment d'abord bien affirmer que ce métier-là est un métier nouveau. C'est un métier qui est issu de la loi de 2007. Donc venir dire aujourd'hui que c'est finalement le prolongement de métier du travail social me semble être une mauvaise interprétation de ce qu'est ce métier. Je rappelle que la nomenclature de formation s'articule autour d'un module juridique, d'un module de gestion de patrimoine, d'un module de travail social et du cœur de métier, plus un stage. Donc le débat aujourd'hui sur la question de la reconnaissance et de la formation est un débat essentiel. Pardon, je ne pouvais pas ne pas évoquer cette question. Et c'est un débat essentiel pour reconnaître les mandataires exerçant dans les associations, les mandataires exerçant à titre individuel et les préposés. Parce que les préposés ne pourront pas être reconnus à la place qui est la leur s'ils ne sont pas reconnus comme des professionnels qualifiés dans une profession qui est maintenant une profession différente de celle qu'elle pouvait être avant la loi de 2007 et qui est différente aussi du travail social. Ça n'est pas le même métier. Donc, pour cela, et pour pouvoir permettre une véritable individualisation des mesures, il faudra que demain, nous puissions nous appuyer sur des mandataires qui non seulement sont formés, mais qui sont également contrôlés au bon niveau. On n'a pas parlé des contrôles parce que ça n'était pas le sujet aujourd'hui, mais pour autant, pour qu'une mesure soit individualisée, à un moment donné, il faut quand même vérifier qu'elle l'est bien. Donc soit les personnes saisissent le juge, mais bon, je ne pense pas qu'il y ait des saisines très importantes toujours des juges, ni de la part des avocats, ni de la part des personnes elles-mêmes. Il faut que les juges, et ils le font déjà, soient attentifs, mais il faut aussi que l'État lui-même organise un certain nombre de contrôles. Et puis enfin, dernier point, je crois aussi indispensable de soutenir la démarche qui a été entreprise par les mandataires judiciaires eux-mêmes, qui est une démarche de mise en place de repères déontologiques et éthiques qui permettent d'interroger la pratique entre pairs, d'interroger la pratique avec les autres intervenants
pour que véritablement le sens des missions soit porté. Et donc, une journée comme celle-là, et je me tourne vers vous pour finir, c'est grâce effectivement à vous, Madame Dutoit, c'est grâce à Olivier, je ne sais pas où il est, c'est grâce à Aurélie, elle est là, grâce à toute l'équipe de ceux qui ont préparé ce colloque, que nous pouvons aborder tous ces sujets. Parce que dès qu'on tire un fil, que ce soit l'individualisation, que ce soit les contrôles, que ce soit le rôle des juges, eh bien, c'est toute la protection juridique des majeurs que nous convoquons. Donc, merci à vous, en tout cas, de nous avoir permis ensemble, sous la protection de Thierry Verheide et des Hauts-de-France, d'aborder toutes ces questions. Merci à vous et bon vent à vous, Aurélie. Merci beaucoup, Madame Caron-Déglise. Merci encore beaucoup, Monsieur Raoul Cormaille, pour votre présence. Merci à tout le monde d'être resté jusqu'au bout, d'avoir été attentif. J'espère que cette journée vous aura rempli, en tout cas qu'elle vous aura apporté beaucoup d'informations. Comme vous avez pu le constater, on a voulu parler des expériences de terrain, ne pas faire trop de théorie. Je vous souhaite un très très bon week-end. Je vous remercie d'être venu. Je vous remercie de nous avoir fait confiance. Et puis, longue vie aux préposés, aux mandataires individuels et aux associatifs. Merci.